Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale. Bonjour Fabrice Vessarredon. Bonjour Oriane, bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Fabrice du groupe EBRA, tous les journaux régionaux de l'Est de la France. On va bien sûr longuement parler de l'actualité de la réforme des retraites, mais juste un mot sur l'Ukraine, puisque c'est aussi l'actualité de ce week-end. C'est l'incertitude, la confusion autour de la ville de Bakhmout que les Russes revendiquent avoir prise, que dément Volodymyr Zelensky. Et ce week-end, on a également appris que Joe Biden était favorable à la livraison par des pays tiers d'avions F-16. Est-ce que la France, pour vous, doit livrer des Mirages pour aider les Ukrainiens ? Déjà, il faudrait qu'elle puisse le faire en termes de moyens. Ça, c'est encore un autre débat, sans elle-même risquer de s'affaiblir. Moi, ce que je crois, c'est que... Alors, sur Bakhmout, il faut voir, il faut attendre. Déjà, convenons ensemble que d'abord, il y a un drame. C'est une ville qui est rasée. Bon. Deuxièmement, c'est quand même symbolique. C'est plus quelque chose qui peut duquel la guerre peut dépendre. Donc on verra bien la suite. Moi, je crois que ce G7 a été important parce que il a réaffirmé quand même une solidarité autour d'une question tout bête, le droit international. C'est ça qui doit nous guider dans cette affaire. Un pays ne peut pas envahir un autre pays. Et donc, à partir de là, les Ukrainiens doivent avoir les moyens de se défendre. Est-ce que on va jusqu'à livrer des armes qui sont, disons, des armes plus offensives, en vue non pas simplement d'éviter que l'Ukraine perde et puisse garder son intégrité territoriale, mais une victoire sur les Russes, ça c'est un autre sujet. Et on sait bien où est le sujet. C'est le risque d'une déflagration mondiale que personne de sensé ne peut prendre à la légère. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre pour permettre que l'Ukraine ne perde pas, que les Russes, et notamment Wagner, qu'on a condamné très fortement de manière unanime à l'Assemblée il y a peu de temps, ne gagnent pas. Et à partir de là... Oui ou non pour les avions ? Comment ? Oui ou non pour les avions ? Moi, je serais plutôt aujourd'hui pour avoir une vision un peu mesurée et de ne pas livrer d'avions. Mais maintenant, je ne suis pas non plus un technicien d'un conflit. Je dis simplement qu'il faut trouver les moyens pour que l'Ukraine puisse restaurer son territoire, et d'un autre côté, on construise ce que Emmanuel Macron a dit lui-même ce week-end, les chances d'une paix durable. Je pense que c'est important qu'Emmanuel Macron ait continué à donner le cap, et le cap, c'est restaurer la paix. Dernière question là-dessus, Fabrice. Oui, Lula, le président brésilien, renouveau président brésilien, reste très discret dans ce conflit et son soutien, notamment à Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce que vous comprenez qu'il préfère ses relations à Moscou ? Je sais pas, j'ai cru voir, là, juste avant que vous me parliez, j'ai regardé un petit peu rapidement les articles du week-end, j'ai cru voir qu'il regrettait de ne pas avoir pu parler à Zelensky. Donc, manifestement, lui aussi a essayé d'avoir une position qui est à la fois de garantir le droit international, mais aussi de ne pas mettre le doigt dans quelque chose qui serait une généralisation d'un conflit. On sait aussi que derrière ça, c'est des visions politiques différentes qu'on peut respecter. C'est-à-dire que du côté de Lula, c'est une politique non alignée. Donc oui au fait de défendre le droit international, non au fait de pouvoir être dans un bloc contre un autre bloc. Et j'admets que cet équilibre n'est pas forcément facile à trouver. Manifestement, en tout cas ce week-end, j'ai cru comprendre que Lula avait lui aussi soutenu l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Donc c'est plutôt positif. On va parler de la réforme des retraites. Le 8 juin sera donc examinée à l'Assemblée nationale la proposition de loi du groupe Lyot qui vise à abroger cette réforme. Elle est inconstitutionnelle, a dit mercredi soir Elisabeth Borne, parce qu'elle alourdit la charge publique. Le président de la Commission des finances que vous êtes n'est pas d'accord avec ça ? Je sais pas, c'est son avis. Je crois qu'elle n'est pas députée, elle n'est pas constitutionnaliste. Elle avait déjà le même avis, et le gouvernement a le même avis, il n'y a pas très longtemps, sur une loi contre le démembrement d'EDF et qui redonnait des prix, qui instaurait des prix réglementés de l'énergie pour les PME, pour les artisans, pour les bailleurs sociaux, pour les collectivités territoriales. Et moi, j'avais décidé de la déclarer recevable pour des arguments juridiques que je trouvais fondés. Et à l'époque, ça a été de la part de la majorité qui se savait minoritaire, parce que tout le problème de fond est là. Il n'en ferait pas des tonnes comme ça s'il se savait majoritaire à l'Assemblée. Là aussi, on avait l'impression que tout d'un coup, c'était la référence et que je faisais n'importe quoi pour aller vite. Bon, manque de chance. Au Sénat, quand cette loi est passée, le président de la Commission des finances du Sénat, le rapporteur spécial sur la loi, Gérard Longuet, qui n'est pas un insoumis, ont tous les deux, pour les mêmes raisons que moi, décidé qu'elle était recevable. Donc voilà, Madame Borne, c'est son avis. Je serais, elle, quand même
je resterai un peu mesuré dans le poids manifestement de l'exécutif sur le législatif, qu'elle laisse l'Assemblée se débrouiller sur cette question. Je pense que ça serait mieux démocratiquement, surtout pour un gouvernement qui nous a déjà installé 11-49-3 à chaque fois qu'il est minoritaire. Voilà, j'aborderai de manière un peu plus humble la période qui va venir et je laisserai l'Assemblée se débrouiller. Donc, pour qu'on soit bien clair, vous ne déclencherez pas l'article 40, parce que c'est vous qui pouvez le faire. Moi, je n'ai pas à déclencher l'article 40, pour que vous soyez bien clair. Une proposition de loi, c'est une initiative parlementaire. Il y en a peu. Dans l'année, il y a une niche, c'est-à-dire une journée où les groupes peuvent proposer des lois de 9h à minuit. C'est tout. Bon. Et une proposition de loi, elle passe d'abord au bureau de l'Assemblée. Le bureau de l'Assemblée, où la majorité, comme vous le savez, est majoritaire. Et le bureau de l'Assemblée décide de la recevabilité de cette loi, y compris en vertu du fameux article 40. Donc, de ce point de vue-là, ça a été fait. Et Madame la présidente de l'Assemblée n'a pas voulu revenir là-dessus, malgré ce que lui ont demandé certains de ses amis. Bien. Après, il peut y avoir un recours sur le président de la Commission des Finances. Mais c'est pas le fait de déclencher. C'est pas automatique. C'est un recours que peuvent décider ou pas certains députés, le gouvernement, etc. Vous savez, depuis 2009, depuis que les propositions de loi de ce type existent et depuis que c'est le président de la Commission des Finances, parce qu'il est dans l'opposition, qui décide, il y a eu seulement 28 saisies du président de la Commission des Finances et encore, quasiment les 3/4, même plus 90% ont été faits dans les 2 quinquennats de Sarkozy. Depuis, on l'a très peu utilisé. Tout simplement parce qu'il y a une espèce de jurisprudence qui veut qu'à partir du moment où la proposition est gagée, notamment la fameuse taxe des tabacs, eh bien on laisse l'initiative parlementaire. Voilà, parce qu'il y a une espèce d'équilibre. Je pense que c'est ce qui devrait être fait et qu'enfin on puisse voter à l'Assemblée nationale sur la loi sur les retraites. Et on va y venir sur la bataille politique, mais comment vous justifiez que cette proposition de loi n'alourdit pas la charge publique ? Est-ce que quand je serai saisi, vous verrez bien quelles seront mes décisions. Si je suis saisi, il me semble qu'il y a 2 pistes pour aller vite. Vous savez, quand on veut à un moment donné avoir une position sur l'article 40, il y a la jurisprudence. Qu'est-ce qui a été fait sur des lois comparables dans les années passées ? Bon, et puis aussi la compensation. Il y a des compensations prévues de cette loi. Je vais regarder sur ces 2 éléments si on peut la juger recevable. J'ai l'impression qu'il y a des pistes pour aller vite. Ouais, la compensation, c'est une taxe tabac. C'est une taxe tabac, puis il y a une conférence aussi qui est prévue pour la suite. Mais la taxe tabac, à l'heure actuelle, elle rapporte 15 milliards à l'État. Ça veut dire qu'il faudrait doubler le prix du paquet de cigarettes. Puisque là, il va manquer 15 milliards. L'État peut enlever un gage. Ça, vous savez très bien. Vous savez très bien que la taxe tabac est utilisée de manière, j'allais dire, commune, quand justement il s'agit de gager, même si effectivement tout ne peut pas répondre. Comment vous compensez la quinzaine de milliards qui va manquer Comment vous savez que c'est 15 milliards, vous ? Non, mais là, si ce texte est adopté, il va manquer une quinzaine de milliards. Comment vous savez que c'est 15 milliards éventuellement ? Mais combien elle est censée rapporter la réforme des retraites ? Je vous dis, justement, comment vous savez que c'est 15 milliards ? Combien elle est censée rapporter la réforme des retraites qui a été votée ? Un jour, vous supprimez la réforme des retraites. Laissez-moi vous répondre. Un jour, on nous dit 15, l'autre jour, on nous dit 18, après, on nous dit 20, on nous dit 22, on revient à 15. Du coup, j'ai une quinzaine de milliards. Moi, je ne sais pas. Très franchement, c'est très fort si vous me le dites, parce que si je fais des calculs, si je regarde, par exemple, selon l'étude d'impact qui avait été faite, combien rapportaient théoriquement les mesures qui ont été prises, c'est-à-dire 17 milliards, mais combien elles coûtaient en termes de coût social, en termes notamment, par exemple, le fait que vous aurez plus de personnes qui, pour atteindre l'âge de la retraite, auront des minima sociaux, etc. On montait à une somme de quasiment 9 milliards. Vous voyez, donc on a des calculs qui peuvent être très différents, ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs, parce que comme cette réforme est très mal fichue, qu'en réalité elle ne règle pas le problème, eh bien on a un gouvernement qui nous lance comme ça des chiffres, j'allais dire au petit bonheur. Donc je ne sais pas. Et tout ça, ça peut être compensé avec une taxe tabac ? Mais ça peut être compensé avec une taxe tabac, comme beaucoup de propositions de loi l'ont été depuis le début, où on sait très bien que la taxe tabac sert à gager et qu'après, le gouvernement peut lever le gage. C'est quelque chose de communément admis pour faire en sorte, justement, que l'initiative parlementaire puisse à un moment être débattue. Donc ça veut dire encore une fois, je reviens là-dessus, avant de rentrer dans ce détail. Il appartient à la majorité, entre guillemets, de décider ou pas si elle laisse vivre l'initiative parlementaire. Je serai elle, je réfléchirai à 2 fois. Parce que je crois que ce pays n'en peut plus d'avoir un Parlement qui n'a pas le droit de voter. Pas le droit de voter sur le budget, 11-49-3. Pas le droit de voter sur une proposition de loi sur la réforme des retraites qui allonge la durée du travail de 2 ans.
avec le 49.3, plus un outil législatif qui est le projet de loi de finances rectificative, dont vous savez, normalement, il n'aurait jamais dû être utilisé. Donc je crois que ce pays, il manque, si vous voulez, il a un peu besoin de démocratie. Il a un peu besoin que le Parlement se ressaisisse des choses. Reconnaissez-le, de nombreux amendements de la France Insoumise qui ont empêché le débat d'avancer à l'Assemblée lors de la première lecture. Un nombre d'amendements à peu près normaux pour une loi de cette ampleur. Mais le problème de fait, et vous le savez aussi, c'est que de toute façon, l'outil qui avait été utilisé faisait en sorte que le débat était tellement réduit qu'on ne pouvait pas arriver jusqu'au bout. Donc c'est une hypocrisie de la part du gouvernement qui a utilisé ça. Pourquoi ? Pour réduire les débats et pour éventuellement ne pas voter. D'ailleurs, c'est ce qui a fini par se faire. Et pourquoi la majorité ne devrait pas, elle aussi, déposer des amendements, puisque vous dites que le débat est nécessaire ? Oui, qu'elle dépose des amendements, mais donc ça ne serait pas de l'obstruction si elle dépose des amendements qui font que le texte n'arrive pas à être voté. Alors, je vais y revenir. Si vous décidez, parce que vous, majorité sur une niche parlementaire, où encore une fois, chaque groupe n'a le droit qu'à une journée par an. Si vous décidez de faire en sorte que le débat, la loi ne puisse pas être débattue en déposant des milliers d'amendements, en réalité, vous revenez contre l'initiative parlementaire. Mais vous savez pourquoi tout ça est fait ? Parce que cette majorité n'a pas de majorité. C'est ça son problème. Mais est-ce que c'est pas un peu ce que vous avez fait vous aussi ? Vous saviez qu'il y avait un temps limité, vous avez déposé des amendements pour que le vote n'arrive pas au bout. Laissez-moi finir. Il y a un moment donné où il faudrait bien d'admettre cet état de fait et d'arrêter du coup de contraindre à la fois le pays et l'Assemblée nationale à des décisions que ni le pays, ni manifestement l'Assemblée nationale ne veulent. Et s'ils veulent le vérifier, eh bien qu'ils laissent le débat parlementaire se faire. Cette loi est de voter, comme ça sera au moins, on respirera un peu mieux dans ce pays. Avec Coquerel, est-ce qu'on n'est pas dans une impasse ? Est-ce que la bataille des retraites, en réalité, elle n'est pas déjà perdue et déjà terminée ? Moi, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. Les oppositions sont toujours là, toujours mobilisées ? En tout cas, il y a deux choses. Il y a les oppositions sociales et politiques sont toujours là. Sociales, vous savez, depuis je ne sais pas combien de mois, on nous annonce la fin de l'intersyndicale. Elle appelle à une grande journée de mobilisation le 6 et tous les responsables syndicaux, Laurent Berger compris, préviennent le gouvernement qu'il ne faut pas utiliser je ne sais quel artifice pour faire en sorte que la proposition de loi Lyotte, le 8, ne soit pas votée. D'accord ? Donc il y a toujours une mobilisation forte. Je vous rappelle que les décrets ne sont toujours pas passés, qu'on ne sait pas s'ils arriveront à passer en septembre, donc cette fois, pour l'instant, elle n'est pas appliquée. Et moi, je crois que... Donc c'est autant d'espoir pour vous ? Oui, je crois que, vous savez, je fais partie d'un milieu professionnel avant d'être élu, qui est la voile de compétition, vous le savez, où on dit que tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, eh bien la course n'est pas perdue. Eh bien moi, j'ai le même point de vue sur cette loi parce qu'elle n'est pas bonne. Elle ne règle aucun problème par rapport au régime des retraites, mais par contre, elle force les Français à travailler 2 ans de plus. Et c'est une fois de plus sur le monde du travail qu'on demande de faire peser les sacrifices. Donc pour ces raisons, il faut mener la bataille jusqu'au bout et puis on tirera les conclusions après. Avant de parler des conclusions, est-ce que vous ne donnez pas quand même un peu un faux espoir aux opposants à cette réforme des retraites en leur faisant croire que cette réforme sera abrogée et que ce texte pourra aller jusqu'au bout ? C'est peut-être pas la peine de reprendre les arguments du gouvernement là-dessus. On entend ça depuis des jours. Non mais comment ça peut aller jusqu'au bout ? Sans reprendre les arguments du gouvernement, comment ça peut aller jusqu'au bout ? Si demain je gouverne ce pays, que je n'ai pas fait passer cette loi, je n'ai pas pu la faire passer devant l'Assemblée parce que j'avais peur d'être minoritaire, que j'applique un 49.3 et que lorsqu'il y a une proposition de loi d'abrogation, elle est passée, je dis que si je continue, vaille que vaille, il y a vraiment un problème. Ça sera, vous le savez bien, et c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement et la majorité, les groupes gouvernementaux hésitent éventuellement à me saisir sur l'article 40, c'est qu'ils ont peur de la défaite. Et s'ils ont peur de la défaite, c'est qu'ils savent bien qu'elle aura une conséquence politique. Si cette loi est battue à l'Assemblée, je ne vois pas comment elle s'applique de manière normale. Ça sera bien pire de ce point de vue-là que ce à quoi, par exemple, Jacques Chirac a eu affaire quand il s'est opposé au CPE. Au CPE. Oui, merci. Excusez-moi, avec les anagrammes, des fois, c'est au CPE, qui ne l'a pas appliqué parce que lui a compris au moins qu'on ne faisait pas, à un moment donné, des lois contre tout un peuple. Là, ce gouvernement est dans cette situation. Si l'Assemblée vote contre, j'espère vivement pour la suite de son quinquennat, et ne serait-ce que ça, parce que je vous remarquez qu'on n'en est qu'à 1 an, il reste 4 ans, qu'il ne passera pas outre le vote de l'Assemblée. Et puis sinon, on verra. Ça partira au Sénat, voilà. Ça reviendra à l'Assemblée. Vous savez comme moi qu'il peut y avoir plusieurs retours. Pourquoi forcément ? Mais parce que si le Sénat vote contre... Eh bien, ça peut quand même revenir à l'Assemblée. Après, il peut y avoir une deuxième, et là, d'un essai, qu'une troisième lecture. Donc, il faut du temps, c'est très long, c'est très compliqué. Mais ça peut ne jamais être conclusif. Oui, ça peut ne pas être conclusif. Donc, vous savez, ce qui peut ne pas être conclusif aussi, c'est l'application de cette loi. Voilà. Parce que moi, je pense que si la pression sociale, par exemple, je vous donne une idée, si cette loi est refusée à l'Assemblée, vous croyez qu'il va se passer quoi au niveau syndical, au niveau social ?
Vous croyez que ça ne va pas donner un regain d'activité de mobilisation? Moi, je le crois. Voilà, je crois que ce gouvernement n'en sera de ce point de vue-là qu'au début de ses problèmes. Et je lui répète, je pense qu'il ferait bien enfin de comprendre que sur cette proposition de loi, il est archi minoritaire dans le pays et qu'il est très certainement minoritaire à l'Assemblée nationale. Mais qu'il le laisse vérifier le 8. Moi, c'est ça que je demande. D'accord? Puisqu'il a l'air de dire que ça ne se réglera rien, c'est pas très grave. Mais qu'il le laisse vérifier. Au moins, on respirera un peu mieux. Moi, je voudrais vous parler de travail avant la retraite. Très bien, parlons de travail. On en parlait, vous avez remarqué. Oui, bien sûr. Les journaux du groupe EBRA ce matin publient un baromètre de l'absentéisme dans les entreprises. Un baromètre qui fait apparaître un niveau record en 2022 du nombre d'arrêts de travail et de proportion de salariés absents. Avec en tête les troubles psychologiques comme cause d'arrêt. Est-ce que, selon vous, la France est malade de son travail ? La France est malade, en tout cas, de faire peser sur les travailleurs la plupart des sacrifices consentis, notamment après la crise du Covid, et depuis des années. C'est-à-dire, sur les salaires. Comme vous le savez, les salaires ont moins augmenté que l'inflation, et ça fait des années que la part des salaires dans la richesse nationale n'a cessé de diminuer au profit notamment des revenus du capital, et ça c'est un ressenti, parce que ça se traduit en pouvoir d'achat, donc ça c'est un premier problème, être bien payé pour ce que vous faites. Et puis la deuxième élément qui est, vous savez, cette idée que le gouvernement utilise sans arrêt, c'est-à-dire pour gagner plus, il faut travailler plus, comme si les Français aujourd'hui ne travaillaient pas assez. Vous savez qu'il y a eu un record là, en termes de millions d'heures travaillées par les Français dans ces derniers temps. Donc arrêtons de laisser penser qu'on a un pays qui ne travaille pas, qui, pour s'en sortir, devrait travailler plus, comme si on avait affaire à des feignants. Cette image qui est renvoyée par le gouvernement, cette image qui est renvoyée aux salariés, ça ne donne pas, une bonne façon, à mon avis, d'aborder le travail et la manière de à la fois pouvoir mener de manière conjointe et une vie au travail, et une vie aussi en dehors du travail auquel on a le droit. Parce que la question aussi, elle est là. Quand vous voulez rallonger l'âge de durée de la retraite de 2 ans, quand vous voulez faire en sorte, par exemple, de faciliter les heures supplémentaires pour gagner plus, ça veut dire qu'on vous envoie un signal. C'est qu'on ne peut bien vivre qu'au travail. Moi, j'assume le fait de dire qu'on a le droit de travailler. C'est un droit constitutionnel, mais on a aussi le droit, à certains moments, d'avoir des périodes de sa vie où, grâce à la productivité que tout le monde a gagnée, on s'émancipe du travail. Et ça, on n'arrête pas de culpabiliser les gens là-dessus. C'est insupportable. Et puis les rapports dans les entreprises sont pas non plus, j'en fais pas du tout une vision très très générale, mais c'est pas non plus toujours simple en termes de garder son emploi, de pression qui existe par le chômage. Donc je crois que tout ça explique les difficultés de les salariés, et ce que vous avez comme chiffres qui montrent bien que le travail, malheureusement, peut aussi être souffrance pour des millions de personnes. Un mot sur l'immigration, puisque les Républicains ont présenté hier 2 textes pour durcir la politique migratoire dans notre pays. Ils veulent changer la Constitution et ils font peser une pression sur l'exécutif. Olivier Marleix, le président du groupe à l'Assemblée, dit qu'il déposera une motion de censure si jamais le gouvernement tente de faire passer son texte par 49.3. Vous pourriez la voter, cette motion de censure ? Écoutez, le groupe prendra la décision, mais à mon avis, si la motion de censure et son objet et son contenu sont aussi réactionnaires, je ne pense pas que nous la votions. Je vois mal comment on pourrait justifier. On peut voter une motion de censure, par exemple, de droite, dont le contenu ne nous plaît pas, mais dont l'objet est positif. Mais par contre, voter sur un objet qui serait le durcissement encore des politiques d'immigration de manière totalement à la fois injuste et inutile et inefficace, non. Moi, je m'adresse un peu. Moi, je connais des gens comme Olivier Marleix que je respecte, mais je pense pas que la voie pour la droite républicaine dans ce pays soit de toujours vouloir coller à ce qu'elle imagine être l'opinion publique. En plus, c'est pas forcément vrai, parce que contrairement à ce que dit l'interview dans JDD, quand vous demandez aux Français vos préoccupations, la question de l'immigration, ils ont bien raison, parce que elle est bien loin derrière les problèmes de santé, les problèmes d'emploi, les problèmes de sécurité, etc. Oui, mais sauf que quand vous demandez aux Français est-ce qu'il y a trop d'immigrés en France, là ils disent oui, majoritairement. J'en sais rien, vous avez quelle statistique ? Il y a eu un sondage BVA pour la Fondation Jean Jaurès, oui, même 51% des sympathisants de la France insoumise. Mais à force d'avoir des responsables politiques qui, de ce point de vue-là, disent tout et n'importe quoi, bien évidemment, vous produisez des fantasmes. Bizarrement, d'ailleurs, vous remarquez une chose, c'est que je remarque qu'en général, ce problème existe
dans des régions de France, des départements de France où l'immigration n'est pas très forte. Bon, tout simplement parce que ce qui rentre par le poste de télé, ce qui rentre par certains discours politiques, c'est un espèce de fantasme où, en gros, quand notamment on est à droite ou même le gouvernement, quand on a un problème, par exemple, sur les retraites sociales, on préfère dire que le problème est l'immigré, c'est plus pratique. Donc pour vous, il n'y a pas trop d'immigrants en France? Je vais vous dire une chose. Non, il n'y a pas trop d'immigrants en France. Et d'ailleurs, pour une bonne raison, c'est que vous savez que l'an dernier, ce qui s'est passé, on a augmenté considérablement l'immigration de travail. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'une immigration de travail dans ce pays. Donc, disons des choses très claires. Entre 2000 et 2020, en France, il y a eu 36% en plus d'immigrés. C'est moitié moins que la moyenne européenne. C'est plus que moitié moins que ce qui se passe dans le monde. Notamment, par exemple, monsieur, le trio de responsables de droite qui s'est exprimé hier nous dit qu'il faut arrêter le regroupement familial. Le regroupement familial, c'est seulement 4% des titres de séjour qui sont accordés. C'est loin derrière les étudiants, le travail et le refuge. Donc on est en train de donner des choses qui laissent penser qu'on accueillerait toute la misère du monde, alors que c'est loin d'être le cas, et que le problème en France, je vais vous dire surtout, il est un problème de l'accueil. Voilà, il faut des centres d'accueil dignes de son, il faut des cadastres, il y a des structures d'accueil plus importantes, il faut régulariser les travailleurs sans papier qui le demandent, en plus ça fera des cotisations pour les retraites, et arrêter d'agiter cette espèce de fantasme qui, j'allais dire, est surtout pour faire en sorte qu'on regarde ailleurs et qu'on pointe celui qui est à côté de nous est souvent dans une situation plus dure que nous comme l'origine des problèmes. Ce n'est pas le cas. Un mot sur la France insoumise et la NUPES et les européennes. Prochain grand rendez-vous électoral pour les Français, devant le refus de Marine Tondelier pour les européennes, d'un accord. Vous actez qu'il n'y aura pas de liste commune? Moi, j'acte rien du tout. Voilà, je pense que si on veut gagner en 2027, présidentielle et législative, il vaudrait mieux montrer qu'on est capable d'être unis dans les élections intermédiaires. Avec les écologistes? Avec les écologistes, puisque pour l'instant, c'est eux qui, de manière la plus importante, expliquent qu'ils ne veulent pas de liste commune. Moi, je pense qu'il faut les convaincre. Voilà, il faut les convaincre qu'ensemble, on peut être large. Les sondages ont l'air de le dire, d'ailleurs. On peut être en tête des élections européennes, ce qui, évidemment, donnera un peu une dynamique utile et intéressante pour les élections à venir. Voilà, je pense que c'est un travail de conviction. Moi, si je regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale, la NUPES, ça fonctionne bien. Alors vous me direz, c'est normal, puisque c'est le réacteur de la NUPES, c'est le résultat de l'accord législatif qui fait la NUPES. Mais ça fonctionne bien entre les groupes. On vote quasiment toujours la même chose. Quand on a des nuances ou des différends, on les gère bien. Je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas pour les européennes. Je vous rappelle que sur les européennes, dans notre programme législatif, on s'était entendu sur un triptyque. On ne sort pas de l'Union européenne, on est d'accord pour désobéir au traité quand on veut appliquer le programme qui est contraire au traité, et puis en même temps on essaye justement de rompre avec ces traités pour en construire d'autres que l'Europe libérale qu'on nous offre. Bon, je pense que ça peut fonctionner sur les européennes. Et d'après ce que me disent nos amis députés, on vote à peu près 80% des textes en commun au Parlement européen. Voilà, tout ça, à mon avis, pour aller dans le bon sens. En tout cas, moi, c'est comme ça que je... Ils disent aussi que les 20%, c'est pas des petits sujets. C'est ce que disent les Verts. C'est ce que dit notamment David Corn. Discutons-en, au moins. Voilà, c'est ce que nous proposons. Mettons sur la table la discussion, parce que globalement, être ensemble, tous ensemble, ça aurait de la gueule, comme on dit. Voilà, je pense. Deux dernières questions sur la France insoumise. Il y a 300 militants insoumis qui ont appelé la semaine dernière les dirigeants de la France insoumise à une 6e République au sein de la France insoumise. Ils parlent de manque de démocratie, une crise interne liée aux décisions verticales à répétition. Est-ce qu'il y a un problème de démocratie interne? Moi, je ne parle pas des crises internes de France insoumise. Je m'en suis toujours fait une règle à l'extérieur dans les médias. J'en parle à l'intérieur, j'ai des choses à dire. Il va y avoir... Donc il y a des problèmes. Vous le dites à l'intérieur, mais il y a des problèmes. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est bien essayé, mais je vous ai pas dit ça. Donc nous au moment où France Insoumise s'est structurée, parce que c'était important que France Insoumise structure, qui était au départ un mouvement pour des campagnes. Il y a eu certaines décisions qui ont été prises, qui normalement devraient être revues au moment d'une assemblée représentative en juin, si je me trompe pas. Et on verra s'il y a des choses qui sont améliorées. Par exemple, de passer plus davantage au vote, des choses comme ça qui ont été proposées. Moi, je pense que on va arriver à trouver des points d'atterrissage sur les points qui étaient contestés par certains. J'ai pas lu le texte des 300, peut-être contesté par les 300. En tout cas, je crois que, vu la situation dans laquelle nous sommes, on a un devoir d'y arriver. On a un devoir de faire en sorte que ça se passe bien. Et globalement, France Insoumise, moi, si je regarde sur le terrain, ça marche. Les groupes d'action, ça n'a aucun rapport, par exemple, avec ce qu'on avait vécu en 2018, où c'est vrai que nos groupes d'action avaient diminué. Là, c'est pas le cas. On continue à avoir du monde qui vient, qui milite. Donc le reste, je pense que les autres questions, je pense que ça devrait s'arranger. Merci, Éric Coquerel, d'avoir été notre invité ce matin. Et merci, Fabrice Besser-Redon. On passe tout de suite au Club des Territoires.